Nos participants à distance sont connectés. Je vois que nous sommes 51 connectés à distance. Nous allons aborder les mises à jour de réglementation. Je vais demander au Dr Paulus Nirenda de me rejoindre devant la salle. Monsieur Nirenda est le PDG du Centre d'information de réseau de Malawi. Il a toujours été un membre actif de l'organisation des noms de domaine de premier niveau d'Afrique et fait partie de ce processus depuis sa création. Nous attendons à avoir Oloniyi Adjao, le directeur gestionnaire de Web for Africa. Je me demande s'il est connecté à distance pour qu'on puisse promouvoir, panéliste, ainsi que Ephraim Kenyanitou de l'article 19. S'il est en ligne, je demande qu'on en fasse un panéliste également. Et finalement, Brian Gotterman. Et je demande qu'on en fasse un panéliste pour qu'on puisse lui également prendre la parole et partager son écran. J'espère que les panélistes à distance seront déjà connectés. Ephraim a demandé s'il peut passer en premier parce qu'il va devoir nous quitter après. Et puis, nous céderons la parole à Brian et à Oloniyi. Nous avons reçu les excuses d'un autre panéliste qui ne va pas pouvoir présenter à distance depuis où il est. Alors, Dr Nyanda, à vous pour qu'on puisse commencer. Paulos Nyanda au micro. Merci, Barak. Bon après-midi. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez et que vous nous suiviez. Bienvenue à cette séance de l'après-midi. Je sais que la séance juste après la pause du déjeuner est la plus difficile. Il est difficile de reprendre. Et j'espère que nous pourrons avoir une séance interactive. Comme Barak l'a dit, elle sera un peu plus courte que prévu. Bienvenue à cette discussion concernant les mises à jour de politique et de réglementation, ainsi que des considérations de droits humains qui touchent au DNS. Paulos, c'est mon nom. Comme Barak l'a dit, je suis le gestionnaire du Centre d'information de réseau du Malawi. Et je pense que je suis parmi les personnes à avoir assisté à tous les forums du DNS africain auparavant. Ça fait du bien d'être là. Nous nous occuperons des questions de politique qui concernent le DNS depuis un moment. Nous allons nous occuper des questions juridiques, de politique, de réglementation et autres, y compris les droits humains. Voilà, donc les sujets qu'abordera ce panel. Comme vous le savez, les lois, les réglementations et les politiques sont les ensembles de normes qui définissent l'environnement dans lequel nous travaillons en tant que nom de domaine de premier niveau, qui sont des codes de pays, comme nom de premier niveau générique, comme opérateur de réseau, comme opérateur de registre, et dans toutes nos activités en général. Par exemple, pour l'exploitation du point MW, au cours des dernières années, nous avons vu beaucoup de changements au niveau des cadres juridiques, de politique et de réglementation. Alors, à mesure que vous vous installez, je vous indique qu'au Malawi, nous avons une loi de réglementation des noms de domaine en 2015 qui a beaucoup modifié notre manière d'exploiter notre CCTLD. En ce moment, nous élaborons des réglementations pour faire en sorte que cette loi puisse être appliquée. Et je vous confie qu'il n'est pas toujours facile. Nous sommes dans un environnement qui présente des complexités. Nous avons vu beaucoup de changements au niveau des gouvernements, des droits des personnes, des droits humains et des responsabilités. Il y a eu beaucoup de changements au niveau des cadres de gouvernance pour refléter toutes ces évolutions. La grande croissance de l'Internet au Malawi
est un autre facteur à prendre en considération en matière du cadre juridique et réglementaire. Les utilisateurs demandent de nous de meilleurs services, y compris de meilleurs services de nom de domaine, et ce, à un prix qui soit accessible. Cela comprend bien évidemment les services pour le DNS. Alors, les lois, les règlements et les politiques sont des questions qui concernent les gouvernements. Elles relèvent de leur autorité. Nous interagissons par conséquent beaucoup avec les gouvernements. Il y a beaucoup de pays membres qui passent toujours par ce processus d'évolution de leur cadre juridique, politique et réglementaire, toujours avec les droits humains à l'esprit. Cette question est commune à tout le secteur en général. C'est ce que nous voyons à présent. Aujourd'hui, je serai accompagnée d'un panel qui abordera toutes ces questions. Les panélistes qui sont à distance, j'espère, pourront intervenir et prendre contrôle de notre salle. Monsieur Oluniyi Adjao, vous êtes connecté à distance? Ah, il sera remplacé par quelqu'un d'autre. Brian Guterman qui est prêt. Paulus Nirena au micro, d'accord. Et le monsieur Sanao a envoyé ses excuses, n'est-ce pas? Et il y a quelqu'un du secteur de la réglementation pour le remplacer? D'accord. Alors, souhaitons la bienvenue au panel. Je pense être le seul qui participe en personne et je veux maintenant inviter Ephraim à se présenter. Ephraim Kenyalito au micro, bonjour à tous. Je veux demander à notre hôte de me permettre de partager mon écran. J'espère que vous m'entendez. Carlos Niana au micro, oui, on vous entend. Ephraim Kenyalito, d'accord. Je voulais allumer ma caméra, voilà. Ça fonctionne maintenant. Bonjour à tous. Je suis Ephraim, je suis avocat et je m'intéresse aux questions de technologie et des télécommunications, en particulier des questions liées à l'infrastructure et aux implications de ces infrastructures sur l'utilisateur Internet alpha. Au sein de la communauté de l'ICANN, je co-préside l'équipe de travail intercommunautaire sur les droits humains, qui est un groupe ad hoc de l'ICANN de composition multipartite qui inclut différentes personnes qui se réunissent pour discuter des questions liées aux droits humains dans l'écosystème de l'ICANN. Merci. Paulus Nihanda au micro, merci. Et maintenant, Brian Guterman, je vais vous demander de vous présenter. Brian Guterman au micro, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendrez correctement dans la salle. Paulus Nihanda, oui, on vous entend. Brian Guterman au micro, merci. Merci de m'avoir invité. Je suis Brian Guterman et je travaille pour l'organisation ICANN. Parmi mes responsabilités à l'ICANN, je suis le responsable de gérer le programme des titulaires de noms de domaine. Ce programme élabore des matériels d'éducation et de formation pour les titulaires de noms de domaine qui sont les clients des bureaux d'enregistrement qui sont parmi vous dans la salle. Aujourd'hui, je vous parlerai un peu du point de vue des titulaires de noms de domaine. Je parlerai de leurs droits et de leurs responsabilités. Tout cela est consacré dans le contrat de registre des bureaux d'enregistrement qui est conclu entre les bureaux d'enregistrement et l'ICANN. Par ailleurs, je parlerai des meilleures pratiques pour être un titulaire de nom de domaine responsable. Je suis très intéressée par les points de vue de ceux qui vous accompagnent dans la salle et des autres panélistes. Merci.
Paul Miranda au micro. Merci, Brian. Y a-t-il d'autres panélistes? D'accord. Alors, le maître Kenyalito n'est pas disponible? Ephraim au micro, oui. Kenyalito, c'est moi, je suis là. Carlos Miranda au micro, d'accord. Il est disponible. Ah non, d'accord, Ephraim est l'avocat. Bien, donc nous avons un panel de 3 personnes. Alors, pour présenter un peu plus le contexte sur ce sujet, permettez-moi de dire ce qui suit. Les thématiques dont nous nous occupons par rapport au DNS sont présentes à l'échelle nationale avec les cadres juridiques, de politique et réglementaires. Et à ce niveau-là, les CCTLD sont ceux qui sont le plus atteints par les politiques. Mais il y a également des considérations de politique internationale qui sont dirigées par l'ICANN et par les différents secteurs qui composent l'ICANN. Ils travaillent surtout sur les politiques mondiales. Et puis, nous avons des considérations au niveau des opérateurs de registre, sachant que chaque CCTLD peut élaborer ses propres politiques pour gérer ses CCTLD. Alors, ils définissent les prix, par exemple, dont nous avons un peu discuté ce matin. Il y a également des considérations par rapport à l'enregistrement de noms de domaine, entre autres. Et puis, il y a également des questions au niveau des opérateurs de registre DNS. Nous sommes nombreux à être des opérateurs de registre DNS qui échangeons pour exploiter nos registres à l'échelle internationale et pour les propager sur les réseaux. Les considérations de politique, réglementation, loi et droits humains ont des impacts à différents niveaux, comme vous le voyez. Je voudrais donc maintenant inviter les membres de notre panel à se pencher sur ces questions. Je leur demande d'en parler aux différents niveaux. Et peut-être qu'on pourrait commencer par Ephraim, l'avocat. En Afrique, nous avons des considérations juridiques au niveau des différents pays. Et donc, peut-être qu'on pourrait lui demander de partager ses expériences avec nous quand il s'agit de s'occuper de ces questions. L'idée est que ce forum de DNS puisse être inclusif et que l'on puisse aborder les opérations diversifiées liées à l'exploitation du DNS. Ephraim, vous avez la parole pour partager vos points de vue avec nous. Ephraim au micro, merci. Je vais partager mon écran. Oui, voilà. Alors, vous voyez mon écran maintenant. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la présentation. Le système des noms de domaine et autres ne fonctionne pas de manière isolée, comme vous l'avez signalé. À partir de 2011, l'Organisation des Nations Unies a consacré l'Internet comme un droit humain. Le système des noms de domaine n'est pas géré par une seule entité, il y en a plusieurs et il y a des éléments commerciaux qui y sont appliqués. Lorsqu'il y a des éléments commerciaux, on voit des préoccupations qui concernent les droits humains par rapport à savoir si les bureaux d'enregistrement reçoivent nos données, s'ils les gardent et à quelle fin, si c'est à des fins commerciales ou autres. Donc, par exemple, cette préoccupation est une préoccupation concernant les droits humains.
Par exemple, si votre contrat est suspendu ou résilié pour différentes raisons, cela a un impact sur vos droits humains, parce que vous avez le droit d'avoir un procès juste. Donc, tout, tout cela ne fonctionne pas de manière isolée. Donc, l'ICANN a adopté un statut basé sur les droits de l'homme qui a été approuvé par le Conseil en 2018. Ensuite, l'ICANN a proposé un cadre d'interprétation pour savoir comment ces statuts allaient être mis en œuvre. En 2019, l'ICANN a mis en place une évaluation des droits de l'homme. En même temps, les bureaux d'enregistrement ont commencé à mettre en place une évaluation de l'impact de leur activité sur les droits de l'homme. Et en 2020, en mars, PIR a également mené une évaluation de l'impact sur les droits humains. Alors, vous voyez que les droits humains ne concernent pas uniquement certains secteurs, mais ils concernent tous les différents éléments, y compris la partie infrastructure. Lorsqu'il y a des lois pour la protection des données, il y a des obligations également pour les bureaux d'enregistrement, les registres et les titulaires, ainsi que d'autres acteurs sur la manière dont ils doivent gérer les données qu'ils collectent, comment ils doivent gérer les enregistrements et toutes les problématiques concernant les droits humains. Voilà, c'était un petit peu des informations de contexte que je voulais vous donner. Et il y a deux groupes à l'ICANN qui s'occupent des droits humains. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, certains d'entre vous le savent déjà. Un de ces groupes, c'est le groupe de travail intercommunautaire sur les droits humains. Et il y a un autre groupe au sein du GA qui s'occupe du droit international et des droits humains. Donc, ces deux groupes ont des discussions régulières sur les droits humains et essayent de conseiller l'ICANN par rapport à la meilleure mise en place des statuts de l'ICANN concernant les droits humains. Voilà les éléments clés que je voulais partager avec vous dans un premier moment. Et je vais donc attirer votre attention maintenant sur le droit d'expression, le droit à la liberté d'association, les droits économiques, sociaux et culturels, par exemple, le fait de ne pas vous permettre d'utiliser un nom de domaine, cela va à l'encontre d'un droit. Et votre droit à participer à l'économie numérique dont on a parlé ces derniers jours. Et ensuite, le droit à la diversité linguistique et culturelle. Les enregistrements peuvent améliorer donc la diversité linguistique et culturelle. Il s'agit d'un droit. Je vais faire une pause ici. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais m'arrêter ici. Et je serai ravie de répondre à des questions si vous en avez aujourd'hui ou plus tard. Paulos Nirienda, merci beaucoup. Nous pouvons peut-être passer à Brian de l'ICANN. Je pense que Brian va aborder des questions liées aux politiques et aux droits humains également. Les CCTLD en Afrique sont des moteurs des opérations DNS, comme nous l'avons vu ce matin. Et nous savons également qu'il y a les GTLD qui opèrent dans le même espace. Nous avons vu que les bureaux d'enregistrement au niveau de l'ICANN sont peu nombreux en Afrique
que la communauté des bureaux d'enregistrement en Afrique est dominée par des bureaux d'enregistrement locaux accrédités qui opèrent en vertu de réglementations locales au sein de chaque pays. Et nous avons eu quelques présentations ce matin qui ont évoqué ces aspects. Vous pouvez peut-être, Brian, nous dire comment l'ICANN aborde ces questions concernant les politiques et les droits humains dans le cadre de l'élaboration de politiques au sein de l'ICANN. Brian, vous avez la parole. Brian Gutterman au micro. Merci, Ephraim, d'avoir partagé vos perspectives sur l'ICANN, sur l'industrie et sur les droits humains. Permettez-moi maintenant de partager mon écran. Je vais faire une présentation très brève. J'espère que vous voyez tous mon écran et ma présentation. Pouvez-vous confirmer que vous voyez la présentation? Polos Nirenda, oui, oui, on peut voir votre présentation. Brian, au micro. Donc aujourd'hui, je vais parler un petit peu des droits des titulaires de nom de domaine, donc les droits et des responsabilités des titulaires de nom de domaine, ainsi que du rôle de l'ICANN dans l'écosystème du DNS. L'organisation ICANN et l'ICANN dans son ensemble est engagée à promouvoir un processus d'élaboration de politiques multipartites, ascendant, libre, qui puisse inclure les titulaires de nom, les bureaux d'enregistrement, les opérateurs de registre et les utilisateurs finaux, bien entendu, c'est-à-dire les clients de cette industrie. C'est eux, ce sont des individus, des entités qui enregistrent des noms de domaine pendant une période de temps déterminée. L'ICANN et tout son travail visent à servir l'intérêt public général. Donc, les titulaires de nom font partie des statuts de l'ICANN. Dans ces statuts, il est dit que l'ICANN doit travailler pour assurer un processus d'élaboration de politiques ouvert, transparent, ascendant et multipartite qui inclut la société civile, mais aussi les autres, les utilisateurs finaux, et en vue de servir l'intérêt public. Ensuite, nous avons donc les droits et les responsabilités en vertu des RRA, c'est-à-dire les contrats d'accréditation de bureaux d'enregistrement et les contrats de registre. Nous avons donc les droits des titulaires de nom, à savoir avoir accès aux informations du bureau d'enregistrement par rapport au processus pour enregistrer, gérer, transférer, renouveler, restaurer des enregistrements de noms de domaine. Donc, des deux côtés, pour les titulaires, ainsi que pour les fournisseurs d'hébergement et d'autres fournisseurs, l'utilisation de noms de domaine, l'utilisation des services de messagerie, que ce soit pour les CCTLD ou pour .com, .org, .ke. Nous encourageons toujours et nous suggérons qu'il y ait une gestion responsable et active des noms de domaine et bien sûr également un service client actif du côté du bureau d'enregistrement. Et je vais en parler davantage tout à l'heure. Nous reconnaissons toujours depuis le début, nous avons toujours reconnu que les titulaires de noms sont des entités éthiques dans l'écosystème du DNS.
Et donc, c'est la gestion de leur nom de domaine qui contribue à un DNS robuste et fiable. Et ici, on parle du marché du DNS en Afrique. Voyons quelques exemples spécifiques pour ceux qui se trouvent dans la salle et ceux qui sont en ligne, qui ont déjà des noms de domaine et qui connaissent déjà l'ICANN et le travail de l'ICANN, notamment le travail d'élaboration de politiques de l'ICANN. Vous aurez entendu parler de ces politiques qui ont toutes des impacts sur les titulaires de noms. Par exemple, la politique de vérification de données WHOIS. C'est une politique sur laquelle on rappelle aux titulaires de garder leurs informations à jour. Et c'est important pour que les bureaux d'enregistrement puissent avoir des données mises à jour des titulaires de noms de domaine. Ensuite, la politique sur la récupération de noms de domaine après leur expiration. C'est une politique qui gère la récupération, par exemple, de noms de domaine si le titulaire a oublié de le renouveler. Parfois, le titulaire, par exemple, qui a enregistré un nom de domaine, va changer de travail, va avoir d'autres responsabilités ou la responsabilité de gérer un nom de domaine va retomber sur quelqu'un d'autre. Et il est important donc qu'il y ait un flux d'informations qui aille dans les deux sens, du titulaire vers le bureau et le bureau vers le titulaire. Ensuite, nous avons un autre exemple de politique, le système uniforme de suspension rapide ou la politique uniforme de règlement de litiges relatifs au nom de domaine. Donc, tout cela protège les titulaires et notre équipe de conformité contractuelle s'assure que ces droits soient respectés. Ensuite, nous avons quelques éléments que je voulais vous présenter lorsqu'on parle de la communauté au sens large. Il y a des titulaires probablement dans la salle et lorsque l'on enregistre un nom de domaine, il y a quelques éléments dont il faut tenir compte. Avant d'enregistrer un nom de domaine, pensez à ces éléments pourraient vous aider à éviter des problèmes plus tard. Par exemple, sachez avec qui vous avez affaire. Enregistrer un nom de domaine auprès d'un bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN, par exemple, comprendre quel est le service client. Est-ce que le bureau d'enregistrement peut parler dans votre langue? Avez-vous un moyen de contacter ce bureau d'enregistrement dans votre fuseau horaire? Ou si quelqu'un répond au téléphone, de quelle manière pouvez-vous communiquer? Est-ce que vous pouvez vous assurer que votre nom de domaine sera toujours actif à tout moment? Et finalement, lire et comprendre les différentes clauses du contrat. Donc, avant d'enregistrer votre nom de domaine, prenez en considération tous ces aspects. Ensuite, les coûts peuvent varier au niveau de l'enregistrement de noms de domaine, mais ils sont très importants. Une fois que vous avez votre nom de domaine, si vous vendez des biens ou des services, ou bien si vous utilisez votre domaine avec votre famille et vos amis, il est important de savoir comment vous gérez votre nom de domaine. Maintenant, je vais m'arrêter ici et je vais redonner la parole au modérateur et je serai ravie de répondre à des questions. Nouvel intervenant au micro. Merci beaucoup, Brian. Peut-être que comme nous n'avons pas beaucoup de temps, on pourrait lancer la discussion. En ce qui concerne cette question des politiques, des questions réglementaires et du cadre juridique, lorsqu'on regarde l'Afrique, la plupart des CCTLD africains ont une attitude de réglementation par l'autorité de réglementation. Que ce soit bien ou pas, c'est la tendance. Donc, l'intégration avec l'autorité de réglementation. Et donc,
Je souhaitais avoir un des représentants de ces autorités ici au panel pour faire des commentaires là-dessus, mais dans ma région, il y a justement cette migration des gouvernements qui disent, oui, vous êtes maintenant un atout critique et nous passons à l'autorité de réglementation. Et bien sûr, il y a le pour et le contre. Donc, nous allons maintenant passer aux questions, aux commentaires sur ce sujet. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions en ligne peut-être? Non? Des questions dans la salle? Oui? Est-ce qu'on pourrait trouver un micro? Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Je m'appelle Jasper de l'Internet Society. Alors, en termes de protection de la vie privée, quand on veut avoir un domaine, par exemple dans mon pays, on a besoin d'une copie de la carte d'identité ou autre. Et pour le .com, ce n'est pas une obligation. Donc, comment faire l'équilibre? Il faut d'abord avoir accès aux noms de domaine locaux pour promouvoir vos noms de domaine. Mais le problème, c'est l'obligation de documentation. Et ma question est relative surtout au consentement en termes de protection des données privées. Donc, comment faire le bon équilibre? Oui, et donc, ceci est lié aux droits humains. Alors, on va écouter encore une ou deux questions. Sinon, nous avons un juriste au panel, donc peut-être qu'il peut nous parler de la question de la protection de la vie privée pour les noms de domaine. Selon ce que j'en sais, l'interprète s'excuse, nous avons une interruption de l'audio. Alors, nous allons continuer. En attendant, Ephraim, lorsqu'on enregistre un nom de domaine, un des plus grands problèmes pour les opérateurs de registre tels que moi, c'est qu'il faut rassembler suffisamment d'informations au cas où il y ait une utilisation malveillante ou une infraction importante à la loi au sein de la juridiction dans laquelle nous nous trouvons. Donc, les autorités ont besoin de suffisamment d'informations pour trouver une solution. Donc, nous essayons de collecter autant d'informations que possible sur l'enregistrement. Et dans certains autres pays, il est effectivement peut-être obligatoire de montrer une carte d'identité, de montrer une adresse valide, les coordonnées nécessaires, etc. Par rapport à la vie privée, il y a aussi la question de savoir si ces informations qui sont collectées peuvent être publiques ou rendues publiques. Et dans le cadre du RGPD, il y a eu beaucoup de débats à ce sujet. Le RGPD de l'Union européenne. Donc, la question, c'est de savoir si oui ou non ceci s'applique à votre pays ou pas. Si je prends l'exemple du Malawi, nous avons choisi de collecter les informations, de ne pas tout publier, mais de publier suffisamment d'informations dans le WIS pour que les gens puissent savoir qui a enregistré le domaine. Nous publions un tout petit peu plus d'informations que ce qui est demandé dans le RGPD. Alors, pourquoi avons-nous choisi cette optique? Eh bien, parce que pour nous, notre communauté ne comprend
pas encore tout à fait toutes les questions relatives au nom de domaine, toutes les questions relatives au fonctionnement du DNS, celles qui sont relatives aux droits humains, etc. Donc, nous ne suivons pas le RGPD aussi strictement que les Européens. Et donc, si on est critiqué, nous expliquons que la situation est différente. Au Malawi, nous devons éduquer notre communauté suffisamment de manière à ce qu'elle apprécie mieux les questions de respect de la vie privée. Donc, il y a une petite friction, mais au sein du Malawi, d'une manière générale, ceci a été bien reçu. Il y a certains CCTLD qui sont ici. Et ce matin, nous avons parlé des questions d'automatisation. Notre registre dispose de suffisamment d'outils pour automatiser totalement le RGPD dans la mise en œuvre. Mais nous avons choisi de ne pas le faire totalement, étant donné la situation spécifique à notre pays. Je ne sais pas s'il y a d'autres registres qui souhaitent faire un commentaire là-dessus. Sinon, nous pouvons passer à la question suivante. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Je m'appelle David. Ça fait un certain nombre d'années que je travaille dans ce domaine et j'ai pu observer que dans certains cas, il y a des clients qui engagent quelqu'un d'autre pour mettre en place son domaine. La personne donc entre en contact avec le bureau d'enregistrement et dans ce type de situation, le client ne sait pas vraiment où acheter son domaine. C'est ça la question. Et avec le temps, on s'aperçoit qu'il y a un malentendu entre le client et la partie qui a été engagée pour mettre en place le domaine en son nom. Lorsque le client essaye d'entrer en contact directement avec le bureau d'enregistrement ne reconnaît pas le client. Il reconnaît l'autre partie. Parce que la partie qui a enregistré le domaine a utilisé ces informations, ces coordonnées sur le WHOIS plutôt que d'utiliser les coordonnées du client. Et donc, moi, j'ai eu une affaire où il y a donc une société qui existe depuis 5, 6, 7 ans et elle se retrouve en litige avec la personne qui a enregistré son nom. Et au final, cette personne vous bloque totalement. Il y a même des entreprises qui perdent des contrats parce que le client doit maintenant revenir en arrière et créer un autre nom de domaine parce que la partie engagée refuse de lui remettre son nom de domaine. Alors, quelles sont les options juridiques dont on dispose dans le cadre d'affaires de ce type? Comment peut-on traduire cette personne en justice? Parce que les entreprises perdent du chiffre d'affaires. Ça fait 4, 5, 6 ans qu'elle utilise un certain nom de domaine. Il y a quelqu'un qui l'a saisi et qui refuse de vous le remettre. Et donc, on est obligé de remettre en place un autre domaine. Et cela veut dire que tous les efforts, tous les investissements investis pour mettre en place un nom de domaine, parce qu'un nom de domaine, c'est un actif. Et tout ceci a disparu. Il faut repartir de zéro. Il faut expliquer au client, oui, le nom de domaine a changé, les adresses email ont changé. Et les clients essayent de vous contacter, mais c'est impossible parce que le nom de domaine ne fonctionne plus. Donc, que peut faire l'entreprise? Parce que c'est en fait assez fréquent.
Donc, voilà ma question. Oui, merci beaucoup. Alors, il y a une autre question ici. Bonjour, je m'appelle Jacqueline. J'étais bureau d'enregistrement avant. Maintenant, je suis avec le gouvernement du Kenya, donc mon approche est différente. Alors, dans certains cas, si par exemple je suis partie intéressée par rapport à un nom de domaine qui va bientôt expirer, eh bien peut-être que je pourrais travailler avec quelqu'un au bureau d'enregistrement et je me rends compte que ce nom de domaine qui est très publicité va bientôt expirer. Donc, il faut que j'attende. Peut-être que quelqu'un est endormi, n'est pas au travail, etc. Et je finis par avoir le nom de domaine, je le tiens, je le conserve. Le propriétaire me le demande et je refuse et je demande un énorme montant d'argent. Il y a des entités très sérieuses qui ont droit à ce nom de domaine. Donc, quelles sont les lois par rapport aux pratiques éthiques dans ce cadre? Ensuite, quelles sont les lois contre le manque de professionnalisme? Certains collègues divulguent les informations et donc ces personnes-là, qui sont de mauvais acteurs dans l'industrie, gagnent de l'argent de manière frauduleuse. Merci beaucoup. Peut-être qu'on pourrait répondre à ces deux premières questions pour l'instant. Et je vais peut-être commencer au niveau international. Brian, je sais que l'ICANN a des règles sur la protection de certains noms. Et il me semble qu'il y a un processus selon lequel l'ICANN traite la protection de ce type de domaine. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur le cadre international? Brian Micro, oui, et merci pour toutes ces questions. Je sais qu'il ne nous reste que quelques minutes pour cette session, donc je vais être bref. Oui, j'ai mentionné certaines politiques qui existent, telles que le WDRP, le ERRP, l'UDRP et l'URS. Ces politiques ont été élaborées de manière ascendante. Alors, je vous rappelle que l'ICANN est un organe d'élaboration de politique ouvert. Donc, tous sont invités à l'ICANN, toutes les voix sont entendues, tout le monde peut venir. Et donc, en termes de politique, il y a des discussions qui sont en cours et qui revoient certaines politiques qui existent, justement relativement au RGPD, pour répondre à cette question. Et donc, nous vous invitons à rejoindre le processus d'élaboration de politique de l'ICANN. Il y a différents moyens de le faire, que ce soit par les commentaires publics, par votre venue à une réunion de l'ICANN, pour faire entendre votre voix. Les deux questions qui ont été soulevées, les deux dernières en tout cas, eh bien, il faut savoir que malheureusement, ces choses arrivent. Il y a des politiques en place au niveau des GTLD et nous les utilisons pour atténuer ce type de problème. Mais malheureusement, si un titulaire de nom de domaine ne répond pas, s'il ne suit pas son enregistrement, eh bien, une des meilleures pratiques dont je parlais tout à l'heure, ce type de problème peut également effectivement survenir et il est possible qu'on perde son nom de domaine pour différentes raisons. Peut-être qu'il y a eu un enregistrement fait par quelqu'un et que l'enregistrement est arrivé à expiration et donc on peut le perdre. Voilà pourquoi nous suggérons ces meilleures pratiques de gestion responsable du nom de domaine. Et du côté du bureau d'enregistrement, nous espérons qu'il y a un service à la clientèle. Nous espérons que les rappels sont envoyés régulièrement aux titulaires
et qu'il contacte bien la personne qui s'occupe du domaine au quotidien pour atténuer ce type de problème. En tout cas, merci de nous avoir fait part de ces problèmes. Ce sont des sujets intéressants et importants pour nous dans le cadre de forums tels que celui-ci. Paolo Signorina, merci Brian. Et donc, Ephraim s'est déconnecté. Il nous reste 3 autres questions. Peut-être que je pourrais essayer de répondre moi-même. Alors, mauvais entendu entre un bureau d'enregistrement et un titulaire de nom de domaine. Eh bien, je peux vous parler de la situation au Malawi. Nous avons une politique stricte là-dessus. Cette politique est publiée sur notre site web pour les domaines sous le point .mw. Et dans notre politique d'enregistrement, une politique qui s'applique en cas d'urgence. Alors, les relations entre le titulaire de nom de domaine et le bureau d'enregistrement sont probablement définies dans le cas d'un mauvais entendu. Elles sont correctement définies. Alors, si le titulaire d'un nom se plaint et qu'il a suffisamment de preuves qui montrent que c'était bien lui qui avait enregistré ce nom de domaine et que le nom de domaine était enregistré en son nom, lorsque nous recevons la plainte, nous informons l'opérateur de registre. Cela se fait au niveau de la politique d'enregistrement avec les opérateurs de registre, mais ça touche les politiques à divers niveaux. Donc voilà notre politique au niveau de l'opérateur de registre. Et alors, si je ne me trompe, on en informe le bureau d'enregistrement qui a 48 heures pour répondre. Et faute de réponse, on lance la procédure d'urgence en cas de plainte, permettant à l'opérateur de registre d'avoir suffisamment d'outils pour traiter une plainte valide d'un titulaire de nom de domaine. Ces plaintes impliquent des modifications au nom de domaine ou si ces plaintes sont pour un comportement inadéquat du titulaire, nous allons prendre les mesures nécessaires. Voilà pour ce qui est au niveau de la politique qui s'applique aux opérateurs de registre. Si vous avez affaire à un CCTLD, je suis pratiquement sûre que vous pourriez aller lire la politique, puisqu'il doit y en avoir. Et s'ils n'ont pas de politique, ils auront probablement une politique qui s'appliquera quand même à la gestion de ce type de situation et de plainte. Dans notre cas, ça n'a jamais eu d'impact au niveau d'une politique nationale. On le gère toujours avec les opérateurs de registre. Bien sûr, dans ce type de cas, notre politique indique clairement que s'ils ne sont pas satisfaits, ils ne peuvent pas toujours porter plainte auprès d'un tribunal. C'est ce que vous pourriez penser, mais c'est le contraire. Ils peuvent toujours aller porter plainte auprès d'un tribunal. Dans le cas des plaintes, lorsque le nom de domaine arrivera bientôt à son échéance, ces modifications se font au niveau des politiques de l'opérateur. Il n'y a pas de politique nationale. Mais dans l'industrie des noms de domaine, le plus fréquent est que les personnes s'occupent des noms de domaine intéressants, qui suivent leur date d'échéance. Et comme Brian le disait, si vous êtes un titulaire de nom de domaine, vous devez vous occuper de sa validité. Si le nom de domaine arrive à son échéance, pour nous, dans notre politique, ce que nous devons faire est d'envoyer une notice dans les 60 jours avant l'échéance. S'il arrive à son échéance, on vous indique que c'est le cas, mais que vous êtes toujours dans une période de grâce. Et à la fin de cette période de grâce, on vous indique que la période est finie et que le nom de domaine va être déconnecté.
En l'absence d'autres réponses, si le nom de domaine est supprimé du registre, il sera encore disponible pour son enregistrement par quelqu'un d'autre. Mais si le nom de domaine est disponible, le premier qui l'enregistre est celui qui en sera le propriétaire. Et si c'est vous qui êtes le premier à l'enregistrer, vous allez devoir payer encore à nouveau pour le réenregistrer. Mais en général, c'est entre le détenteur du nom de domaine et le titulaire de pouvoir résoudre tout conflit que cela pourrait générer. C'est là que les politiques de résolution de conflits du CCTLD s'activent. Si elles n'arrivent pas à résoudre le conflit, il y aura un arbitrage et puis ce sera le tribunal qui devrait intervenir. Comme Brian le disait, si vous avez un nom de domaine que tout le monde souhaite enregistrer, c'est à vous de vous occuper de protéger ce nom de domaine. Au moment de mettre en œuvre un registre, vous allez recevoir différentes notifications qui vont vous permettre de rester au courant de la situation. À l'international, il y a une politique de protection des marques commerciales que l'ICANN a mise en place et que Brian a évoqué également. Et voilà pour ce qui est des politiques internationales, pas pour les politiques de CCTLD. Finalement, par rapport aux conflits et aux collisions, je pense que ça revient au même. Dans certains cas, les noms de domaine sont très désirables. Et comme dans toute opération commerciale, il pourrait y avoir différentes personnes qui pourraient vouloir enregistrer le même nom de domaine. Donc, votre responsabilité est d'être un titulaire responsable pour être sûr que votre nom sera sécurisé et bien enregistré. Est-ce qu'on a toujours le temps? Ah, d'accord. On n'a plus de temps. Mais on a une question là-bas. Est-ce qu'on a le droit de donner la parole à l'intervenant? Pardon? Non, pardon, on n'a plus le temps de répondre à d'autres questions, dit un nouvel intervenant. Paulo, ce micro, mais la personne était en train de parler? Ah, d'accord. Nous avons épuisé le temps que nous avions. Il va falloir que l'on conclue cette séance. Brian, je pense qu'on n'aura plus le temps de vous céder la parole pour notre remarque, à moins que vous ayez des commentaires urgents à faire. Brian Guterman au micro, non. Rien d'autre de mon côté. Merci de m'avoir invité. Et merci à tous ceux qui participent à ce forum. Je vous encourage à participer à l'ICANN et à vous faire entendre également. Merci. Paulo, ce micro, merci. Nous allons donc maintenant clore cette séance. Je vous remercie tous